Bonjour à tous. Merci à nos trois interlocuteurs. On a Stéphane Bernat de Scénario, on a Michael Braconnier de Mon Super Voisin et Pierre-Luc Passy de La Devanture qui vont nous expliquer un petit peu leur concept, leur vision du retail. Le commerce est un petit peu bousculé ces derniers temps et c'était l'occasion de faire le point un petit peu sur tout ça, comment réenchanter le magasin, comment réenchanter l'expérience client. Alors, je regarde un petit peu le nombre de connectés. Oui, allez, on va démarrer. Alors, on organise ce webinaire en partenariat donc avec le salon Tech for Retail qui réunit tous les acteurs du retail et l'ensemble des créateurs d'innovation. C'est un salon qui présente toutes les technologies qui transforment le point de vente, le e-commerce, les DNVB, la relation des marques avec leurs clients. Aujourd'hui, c'est un point cardinal où se crée le retail de demain. Alors, il faut savoir que Tech for Retail aura lieu physiquement à Paris les 30 novembre et 1er décembre 2021. On l'espère en tout cas. Ça sera donc 2 jours qui vont permettre aux acteurs du retail de partager les tendances globales du marché, de comprendre les nouvelles technologies et de gagner en agilité pour intégrer des concepts innovants. Alors, la thématique de ce webinaire ce matin, c'est finalement pourquoi est-ce qu'il faut sauver le soldat commerce. Évidemment qu'il faut le sauver. Aujourd'hui, on est dans une situation, comme je le disais, très compliquée pour toutes les entreprises d'ailleurs. On a 19 départements français qui viennent d'être reconfinés. On se dirige peut-être dans quelques heures vers un reconfinement total. Bref, les perspectives économiques en général et plus particulièrement pour le commerce s'assombrissent. Alors, je vous donne quelques chiffres. Dans les centres-villes, le taux de vacances qui était déjà à 12,5% en 2019 pourrait atteindre 16% dans les années à venir si l'on en croit les projections les plus pessimistes. On commence déjà à avoir une forte sinistralité dans les centres-villes et les choses vont probablement s'empirer à la fin des aides de l'État. Alors, dans ce contexte, bien évidemment, les commerces sont fragilisés. Le secteur subit de plein fouet la partie d'entre eux, en tout cas, des solutions de vente à distance, de click and collect, comme je le disais, dans un temps souvent record entre 2 confinements. Alors, ces solutions n'ont pas permis de récupérer la totalité du chiffre d'affaires perdu à cause des fermetures. On estime à peu près entre 15 et 20% le chiffre d'affaires réalisé par le click and collect. Ce que ça veut dire finalement, c'est que le magasin physique demeure un point central dans l'acte d'achat et le canal de vente prioritaire, même si le e-commerce effectivement connaît une fulgurante ascension. Alors, les restrictions de déplacement depuis plus d'1 an maintenant ont notamment permis aux consommateurs de renouer avec le commerce de proximité. On l'a vu, il y a eu pas mal d'études qui ont été publiées sur le sujet. Le petit commerce de centre-ville, comme on a parfois l'habitude de l'appeler, attire finalement les gens. On a renoué avec nos petits commerçants, les commerces de bouche. Et ça, c'est plutôt une nouvelle pour les centres-villes. Le baromètre CSA avait publié un sondage en 2019 qui disait que 72% des Français se déclaraient attachés à leur centre-ville. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ces 72%, 77% avaient entre 18 et 24 ans. Donc, ce sont les jeunes qui redécouvrent finalement le centre-ville. Et c'est plutôt prometteur pour l'avenir. Tout ça pour dire, je vais rapidement sur ces chiffres, que c'est la preuve que le commerce physique n'est pas mort. Je pense qu'ici, on le savait tous déjà, mais c'est quand même bien de le rappeler. Même si le contexte de crise économique est très fort et que le e-commerce apporte son lot de facilité, d'avantages, de praticité. Le commerce physique est bien là, mais il faut qu'il travaille son attractivité, il faut qu'il travaille la fidélisation, l'expérience client. En bref, qu'il apporte quelque chose de différenciant par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet.
Alors, pour attirer ce consommateur, donc comme je le disais, de plus en plus habitué à commander depuis son canapé, on dispose quand même d'outils digitaux de plus en plus sophistiqués. C'est quand même le bon côté du digital. Selon les données fournies par le club du digital média, le mode d'action de l'affichage digital notamment est à 95% émotionnel. Et on sait combien l'émotion est le premier facteur d'achat, des achats d'impulsion notamment. Plus encore, on considère aujourd'hui, dans nos sociétés ultra numérisées, que plus de 50% des achats sont influencés par le digital. D'où l'importance d'utiliser ce vecteur. Alors aujourd'hui, on a même la réalité virtuelle, on a des contenus dynamiques, on a de l'intelligence artificielle qui vont permettre de créer le contact avec le consommateur pour communiquer avec lui et lui faire vivre une expérience différenciante en magasin. Alors, je vais donner la parole tout de suite à Stéphane Bernat, qui est directrice marketing et vente chez Scénario, le spécialiste de l'affichage dynamique, qui va nous présenter un petit peu ses solutions et finalement son point de vue sur le secteur. Merci Cécile et merci pour cette invitation et cette opportunité pour échanger autour des problématiques du retail qui sont effectivement des problématiques et des sujets qui nous passionnent chez Scénario. Effectivement, on est convaincu que le retail n'est pas mort et loin d'être mort et que justement Scénario apporte une solution de communication digitale sur écran qui va permettre d'accélérer la transformation digitale en maximisant l'impact de la communication. Scénario, c'est la solution la plus adaptée au grand parc d'écran, que ce soit en communication corporate. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, c'est également un point important pour Scénario. Du coup, on équipe aussi les grands parcs d'écran dans le retail. L'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement de générer davantage de trafic et d'augmenter, par exemple, le panier moyen en point de vente grâce à la communication sur écran. Notre solution, elle permet un retour sur investissement extrêmement rapide parce qu'on donne la possibilité de communiquer de manière locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement associer des messages corporate à un niveau très national, voire international, avec des messages beaucoup plus spécifiques à un niveau très local. Et ça, c'est effectivement indispensable pour les enseignes de prêt-à-porter, ou comme par exemple pour notre client Etam, qui va souhaiter évidemment communiquer sur du branding sur tous les magasins en Europe, mais avoir la possibilité de communiquer sur des produits en particulier ou des promotions en fonction du contexte local du magasin. Évidemment, on ne va pas communiquer le même produit dans le magasin de Bruxelles que dans le magasin de Barcelone, évidemment pour des questions de langue, mais pas seulement, pour des questions également de climat. Et donc, c'est tout ce que permet en fait notre solution, avec notamment des contextes de diffusion comme le contexte de météo, qui va permettre en fait de diffuser par exemple le maillot de bain à Barcelone quand il fera plus de 20 degrés et le bonnet à Bruxelles quand il fera moins de 5 degrés. Donc voilà globalement ce que permet l'affichage dynamique, la communication sur écran et en particulier la solution Scénario. Je ne t'entends plus, Cécile. Non, je disais comme aujourd'hui à Paris où il va faire 26 degrés. Voilà, et peut-être que demain, il fera bien moins chaud et avec de la pluie. Et donc, l'idée, c'est d'adapter en fait son message en fonction du contexte de diffusion pour qu'il ait le maximum d'impact en fait sur sa cible et qu'il soit évidemment le plus efficace. Alors, une des questions qui se pose, puisqu'on est toujours dans le retail, dans l'optimisation, on voit qu'il y a quand même beaucoup de solutions qui sortent, beaucoup de technologies, ça évolue très vite. Comment est-ce qu'on optimise aujourd'hui l'usage de ces écrans? Alors, pour optimiser l'usage de ces écrans, ça va évidemment passer par le choix de la bonne solution pour, du coup, en tant que plateforme de gestion de contenu. Donc, c'est ce que propose Scénario, bien sûr. Donc, il faut, avant toute chose, une plateforme qui soit extrêmement simple à utiliser, parce que si vous avez un nombre important d'utilisateurs, un nombre important d'écrans, du coup, il faut que ce soit extrêmement simple à utiliser pour chacun. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite,
il faut vraiment partir du principe que la solution d'affichage dynamique sur écran doit s'intégrer parfaitement comme un canal complémentaire dans une stratégie de communication omnicanal. Et donc, de là, c'est la position du communicant qui va préparer son plan de communication en intégrant du coup la communication sur écran et du coup en optimisant la création de ses contenus pour l'utiliser également sur les écrans. Donc, au même titre qu'une vidéo sera plus percutante sur les réseaux sociaux, eh bien, à lui de se dire, tiens, je vais la pousser également sur mes écrans parce que c'est un format qui va parfaitement convenir. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir une communication parfaitement transparente et en fait d'avoir un lien parfait entre votre communication online et offline et sur tous vos canaux online. Du coup, vous avez vraiment une puissance en fait de communication qui est décuplée. Et puis le dernier point, et c'est peut-être le plus important en fait pour optimiser l'usage, c'est bien sûr d'utiliser la data. La data, aujourd'hui, on a énormément de data à disposition, notamment grâce au digital. Donc là, l'idée, c'est de se servir de ce média qui est la communication sur écran, qui est un média extrêmement réactif. Du coup, en capitalisant en fait sur la data qu'on obtient en digital pour diffuser le bon message toujours au bon moment. Par exemple, vous voyez qu'une référence produit performe particulièrement bien sur votre site e-commerce, eh bien, vous allez pouvoir la pousser automatiquement sur vos écrans en point de vente, toujours en fonction de la localité, puisqu'on sait que, évidemment, un produit qui marche très bien, par exemple, toujours dans mon exemple à Bruxelles, ne sera pas le même à Barcelone. Donc là, l'idée, c'est toujours de la même manière, on s'appuie sur la data, on est réactif et on pousse le bon message au bon moment en fonction de la localisation du point de vente. Donc ça va vraiment vous permettre d'apporter énormément de valeur aux clients une fois dans le point de vente. On a parlé d'usage, évidemment, bien après se pose la question de la performance. Comment est-ce qu'on améliore finalement ces performances grâce à ces solutions? Et oui, donc ça c'est indispensable. Le premier point pour du coup optimiser la performance de ces écrans, c'est déjà de définir très clairement ces objectifs de communication, donc de les définir de manière précise et de manière chiffrée pour que ça devienne un vrai levier de performance qui soit monitoré au fur et à mesure. Ensuite, en fonction de ça, vous allez bien sûr définir votre ligne éditoriale que vous allez partager entre vos différents utilisateurs en charge de diffuser du contenu. Donc, cette ligne édito, elle doit être en phase avec vos objectifs. Alors, ce qu'on a pu voir, évidemment, avec cette crise sanitaire, c'est que finalement, les objectifs liés à de la communication sur écran ont un peu évolué. Là où hier, c'était très axé sur du branding pour véhiculer les valeurs de la marque et contribuer à développer sa notoriété. Aujourd'hui, en fait, dans le contexte dans lequel on est, où on sent bien que la crise sanitaire bouleverse fondamentalement le retail, on va utiliser les écrans comme un levier de performance avec beaucoup plus d'actions disponibles. Par exemple, pour communiquer en fait sur la disponibilité d'un produit. On a tous changé notre manière de communiquer. Tu en parlais, Cécile, en introduction. Du coup, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, une fois que quand je vais en point de vente, je veux être sûre que mon article soit disponible. Sinon, je ne me déplace pas parce que c'est beaucoup de contraintes. Donc ça, c'est un moyen, un levier de performance, en fait, d'utiliser l'écran pour dire, oui, ce produit est disponible ou il ne reste plus que 4 articles en stock. Donc, allez-y. Autre point important dans ce contexte, c'est bien sûr de rassurer et de sécuriser les clients sur les normes d'hygiène qui ont été prises par le point de vente ou toute autre info beaucoup plus locale sur la sécurité. Voilà un autre usage qui était peu fait sur les écrans avant la crise de Covid et qui se démocratise complètement. Et puis, ce qu'on a pu voir, et tu en as parlé, Cécile, c'est effectivement, on a pu voir vraiment une accélération de la transformation digitale du retail. Ça a été flagrant. Et donc, du coup, en fait, il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place. Donc, l'écran va permettre, en fait, de communiquer sur la mise en place de nouveaux services. Donc, c'est un support, en fait, supplémentaire de communication pour bien faire comprendre en fait quels sont ces nouveaux services, quand est-ce qu'ils sont disponibles, dans quelles conditions. Donc ça permet d'accompagner à la fois le personnel en point de vente, qui peut être aussi lui un peu largué dans tous ces nouveaux services et dans toute la façon dont c'est décliné, mais également bien sûr accompagner les clients finaux une fois en point de vente pour toujours leur faire comprendre quels sont les services qui ont été mis en place. Et puis, dernier point pour terminer, la communication sur écran va être aussi un levier performant pour réduire le temps d'attente aux caisses. On le voit bien aussi aujourd'hui, quand on se déplace dans un point de vente, c'est assez contraignant. On peut faire la queue
à l'extérieur du point de vente, on peut faire la queue à l'intérieur du point de vente. Donc, l'acte d'achat devient moins un acte de plaisir qu'avant. Donc, du coup, de positionner en fait un écran de manière stratégique pour réduire le temps d'attente aux caisses, ça, c'est un vrai levier de performance. C'est par exemple ce qu'a réussi à démontrer Boulanger, notre client également, qui a réussi à diviser par 2 le temps d'attente perçu aux caisses grâce à la mise en place de ces écrans. Donc, on voit bien vraiment que les écrans étaient déjà un levier de performance et le sont d'autant plus avec les fondamentaux qui sont en train d'être bouleversés à cause de la crise sanitaire. Oui, puis ils sont également un moyen de lever les irritants en magasin et ça faisait partie aussi des enjeux majeurs du retail physique pour justement inciter les gens à rester en magasin plutôt que de passer sur le canal Internet qui est facilitant, comme je le disais en introduction. Alors, juste, je profite de la transition pour dire à nos connectés que s'ils ont des questions, s'ils veulent rebondir sur ce que vient de dire Stéphane et sur l'ensemble des interventions, il y a un petit chat, donc on pourra prendre quelques questions à la fin de ces présentations. Il n'y a pas de souci, on est là pour discuter ensemble. Alors, bon, on parle de commerce physique, réenchanter le magasin, c'est aussi quelque part réinventer les 4 murs du point de vente. Pour cela, j'avais envie de parler avec Pierre-Luc Passy, le cofondateur de la Devanture, qui met en relation les marques et les propriétaires d'espaces pour la location de boutiques et de showrooms sur une courte durée. On peut appeler ça un pop-up store. Donc, Pierre-Luc, la Devanture propose à la fois des lieux atypiques, exceptionnels. Elle propose aussi des lieux plus simples que l'on peut partager entre marques, notamment les fameuses DNVB là, qui viennent d'Internet et puis qui font leur premier pas dans le retail physique. Alors, peut-être je vous laisse nous présenter un petit peu ce qu'est la Devanture, toute la palette finalement de services que vous proposez et puis, ça nous mènera sur cette réflexion du commerce de centre-ville que j'ai évoqué en introduction et qui en a bien besoin d'être aidé en ce moment. Avec plaisir. Merci beaucoup, Cécile. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, la Devanture, en fait, on s'est lancé en 2017 et à l'origine, on est une marketplace, donc une plateforme qui met en relation d'un côté les marques et les propriétaires d'espace pour des locations éphémères, donc ce que vous appeliez des pop-up stores, effectivement. Et initialement, on s'était focalisé sur une niche du marché, les Fashion Week, en se disant qu'il y avait beaucoup d'activités sur ces périodes-là et que les marques de mode avaient des difficultés à se renouveler d'une Fashion Week sur l'autre. Alors, bon, bien avant la crise qui a eu un impact fort sur les Fashion Week, on s'est rendu compte finalement que le pop-up, c'était beaucoup plus large que ça et que tout type d'organisation, comme vous le disiez, de la petite DNVB ou de la marque qui se lance uniquement sur les réseaux sociaux, qui a quelques centaines, quelques milliers de followers, jusqu'aux grands groupes, tous ont vocation à faire des pop-up stores. Et donc, nous, notre travail, c'est de mettre en relation ces marques-là avec des propriétaires d'espace qui, initialement, étaient plus soit des galeries d'art pour avoir des compléments de rémunération entre des expositions, soit des lieux qui sont dédiés au pop-up, comme certains peuvent avoir des lieux dédiés à la location sur Airbnb de leur appartement. Il y avait des lieux qui étaient dédiés au pop-up. Il y a eu une certaine évolution. Et nous, aujourd'hui, donc on accompagne à la fois des très jeunes marques, on a accompagné des DNVB, donc des Digital Vertical Native Brands, tels que Celancy, Cézanne, Balzac, mais même des marques beaucoup plus petites également. Mais à côté de ça, on accompagne également Publicis, Chanel, LVMH. On a fait aussi le dernier pop-up de Fiat avec la Fiat 500 électrique. Et dans tous les cas, on se rend compte que il y a un besoin, même pour ces marques qui sont dans le digital, qui est de découvrir véritablement leur clientèle. Et comme Stéphane l'a annoncé tout à l'heure, elle en parlait de la data. La data, c'est quelque chose d'extrêmement important pour ces marques-là parce que le comportement de leurs clients, ils le connaissent pas en fait finalement en étant uniquement en digital et ils ont besoin d'avoir cette expérience client. Et du côté des clients également, il y a ce besoin souvent de sentir la matière, de découvrir véritablement les produits pour des marques qui sont uniquement connues sur les réseaux sociaux. Donc, ça a beaucoup de sens de faire du pop-up pour ces petites marques ou pour des plus grands qui veulent créer des événements assez exceptionnels, comme vous disiez, Cécile.
Oui, parce que vous travaillez aussi bien donc sur ces petites marques comme avec des marques de luxe. Vous avez une très, très grande, large palette de clients, quoi, si on peut dire. Oui, totalement. Ben, on se rend compte finalement que parfois les petites demandes ou les petites marques, quand elles nous contactent, elles ont des perspectives de croissance intéressantes et c'est pour ça qu'on a choisi d'accompagner toutes ces typologies d'acteurs parce que finalement, notre objectif, c'est de les accompagner sur le long terme. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas de la meilleure manière possible. Et pour répondre à votre question finalement sur le commerce physique aujourd'hui et sur les centres-villes que vous donniez en introduction, euh, finalement on a eu une forte évolution. On se rend compte que même dans les grandes villes aujourd'hui, les centres-villes commencent à être désertés. On a des axes, si vous allez à Paris, rue de Rennes, boulevard Saint-Michel ou même rue de Rivoli, il y a de plus en plus de vacances sur ces lieux-là. Et nous, on essaie d'apporter une alternative également au Beau 369. Et donc, on travaille de plus en plus à la fois avec des lieux qui étaient dédiés au pop-up qui, eux, cherchent des locataires sur des plus longues durées, donc sur une année, 2 années, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont assez peu de visibilité sur les mois à venir du fait de la situation sanitaire actuelle. Mais on travaille également de plus en plus main dans la main avec des agents immobiliers qui étaient habitués au Beau 369 pour permettre finalement à ces lieux qui sont vides d'être utilisés sur du pop-up. Et l'objectif, c'est à la fois d'avoir un complément de rémunération pour ces propriétaires d'espace, de faire vivre les centres-villes aussi, mais également aux marques de leur permettre de tester un emplacement avant de s'engager sur un bail 369 qui est quand même assez contraignant parce que voilà, il faut avoir suffisamment de visibilité et dans la période actuelle, c'est quelque chose de compliqué. Donc, on essaye de travailler comme ça pour avancer sur le réenchantement des magasins physiques. C'est-à-dire que avec ce commerce éphémère dont on entend beaucoup parler, c'est pas maintenant qu'est né le commerce éphémère, on en parle depuis longtemps, mais c'est vrai que finalement cette possibilité correspond aujourd'hui à un enjeu économique et immobilier, c'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui d'ouvrir une boutique, c'est difficile de payer un loyer, on le voit bien, c'est une problématique très actuelle. Le pop-up store permet à la fois de tester un concept, de voir la viabilité d'un concept dans le temps et en même temps propose un cadre moins rigide que ce fameux bail 369 de commerce. Alors, il existe déjà des baux éphémères, mais le pop-up store, en plus, crée l'événement et la surprise. C'est un petit peu le triple effet du pop-up store. Le test, c'est pas la trilogie du gouvernement, mais on teste, on économise et puis en même temps, on innove, quoi. Exactement. Alors, c'est vrai que du côté de la marque, il y a effectivement le fait de créer l'événement, le fait d'avoir de l'économie et de moins s'engager finalement sur un emplacement en soi. En plus, nous, on propose souvent aux marques d'avoir des clauses de report, c'est-à-dire que s'il y a un reconfinement, ben, ils ne vont pas avoir à payer le mois de location, ce qui ne se fait pas sur des baux 369, mais ça reportera simplement leur location, ce qui permet encore de limiter le risque lorsqu'ils organisent un pop-up. Et néanmoins, du côté des propriétaires, c'est quand même très intéressant parce que plutôt que d'avoir un lieu vide, ils vont pouvoir à la fois l'utiliser et souvent, si le test est concluant, avoir un client qui après va s'engager sur un bail classique en 369. Donc, c'est finalement gagnant-gagnant pour chacune des parties et c'est notre objectif. C'est aussi un concept qui attire les marques internationales, souvent qui sont un petit peu effrayées par la partie administrative de l'ouverture d'une boutique en France et juridique, toutes ces lourdeurs qui sont propres à notre pays. Grâce à ces pop-up stores, ça leur permet une première entrée sur le marché plus simple. Exactement. On travaille souvent en ce moment avec Business France notamment pour les marques étrangères et startups étrangères qui veulent s'implanter en France et ils ne comprennent pas forcément les lourdeurs administratives, ils ne comprennent pas forcément pourquoi ils ont besoin de s'engager sur de telles durées, pourquoi ils ont besoin d'avoir parfois 1 an de garantie de loyer. Et finalement, c'est une alternative qui leur permet de s'implanter sur le marché français et qui bénéficie à toute l'économie par la suite. Donc, encore une fois, notre but, c'est pas de détruire le bail 369, vraiment pas. Au contraire, c'est juste de proposer une alternative et de permettre de survivre, mais peut-être de manière
un peu plus vertueuse. De le compléter. Comme le disait Stéphane, il y a la data, l'importance de la data pour avoir des retours sur les performances retail. Ça, c'est aussi quelque chose que vous proposez et ça remet en exergue aujourd'hui ces outils digitaux qui permettent d'améliorer le commerce, de le réenchanter et en tout cas qui fournissent vraiment des solutions aux commerçants physiques à la fois pour se moderniser mais à la fois pour mesurer l'efficacité de leur dispositif et de leur concept. Tout à fait. Alors en fait, justement, on a un partenaire qui s'appelle What the Shop et qui installe des bornes dans les boutiques. Et en fait, avec ces bornes, ils vont pouvoir voir le comportement des clients qui viennent, savoir s'ils sont plus intéressés par tel produit ou tel produit, combien de temps ils restent sur tel espace de la boutique. Et ces retours d'expérience et cette data qu'ils vont être capables d'utiliser sur 2-3 mois va les pousser après à rester sur un lieu sur le plus long terme ou non, et surtout à adapter leur offre vraiment pour plaire au mieux à leurs clients. Donc, c'est extrêmement important pour eux. Et c'est pour ça que, alors évidemment, il y a une évolution et une croissance forte du e-commerce, mais on est assez persuadé du fait que le commerce physique et le commerce digital vont de pair et l'un ne prendra jamais totalement le pas sur l'autre. Oui, merci Pierre-Luc. J'en profite pour parler un petit peu du salon Tech for Retail, pour dire que dans la prochaine édition du salon qui aura lieu à l'automne prochain, vous pourrez retrouver un panorama complet des outils digitaux et de toutes ces innovations technologiques là, dont on est un petit peu en train de parler les uns et les autres, dédiées au métier du retail. Et c'est une bonne façon aussi de voir ce qui se fait et de prendre connaissance de ces outils qui vous seront utiles pour les commerçants et pour les marketeurs. Alors là, depuis à peu près 30 minutes, on est en train de parler de l'expérience client. Et évidemment, l'expérience client, elle ne se résume pas, elle ne se cantonne pas dans le magasin entre les 4 murs du point de vente. Elle peut se poursuivre aussi jusque chez le consommateur. C'est d'ailleurs le parti pris de certaines grandes enseignes de la distribution qui se sont alliées avec des startups qui proposent des services de proximité à leurs clients une fois qu'ils sont chez eux. C'est-à-dire que le service du magasin, il vient jusqu'à chez vous. Voilà. Alors, Mon Super Voisin, c'est donc une start-up qui est distribuée en marque blanche chez certains retailers. Elle les accompagne à travers une solution omnicanal et complètement intégrée dans le parcours d'achat des consommateurs. C'est Michael Braconnier, qui est CEO et cofondateur de Mon Super Voisin, qui va nous présenter donc cette start-up et la panoplie de services qu'elle propose aux consommateurs. Bien, bonjour à tous. Déjà, merci Cécile et merci l'équipe Tech for Retail pour l'invitation. Très content de pouvoir échanger ce matin. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, avec Mon Super Voisin, on accompagne les retailers dans la création, le développement et la mise en place de leur offre de service aux clients. Historiquement, pour la petite histoire, Mon Super Voisin était une app de service entre voisins, comme notre nom l'indique. Et en fait, on a pivoté il y a à peu près une petite année, parce qu'on s'est aperçu il y a un an en fait, qu'il y a un tiers des demandes qui étaient issus de notre plateforme, qui venaient de clients de grande enseigne et qui avaient besoin de se faire accompagner justement dans le post-achat. Donc, typiquement, ils achetaient du parquet, ils avaient besoin de se faire accompagner pour la pose de parquet, pour mettre le coup de peinture, pour fixer la télé au mur. Et en fait, en grattant un peu, on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'enseignes qui proposaient en fait du service à leurs clients. Et nous, au travers de l'expertise qu'on avait développée en fait ces 4 dernières années, on s'est dit qu'on pouvait justement permettre aux retailers et e-commerçants de développer leur offre de service. Et donc aujourd'hui, on va accompagner de nombreux acteurs comme Monsieur Bricolage, Casino, Conforama, Monoprix, sur le fait justement de leur permettre de mieux accompagner leurs clients, de lever les barrières à l'achat et d'augmenter leur marge au travers de la vente de services. Parce que chez Mon Super Voisin, on porte la conviction que la transformation du retail, elle doit passer par une réelle volonté de mieux accompagner ses clients. Et notre mission, c'est de permettre justement à ces acteurs de pouvoir répondre à l'intégralité
des besoins de leurs clients, que ce soit sur le post-achat ou même dans leurs besoins du quotidien. Donc, comment ça marche dans les faits? Nous, on propose en fait 3 choses aux retailers. La première, c'est une solution tech. Donc, en fait, on va permettre aux points de vente de pouvoir proposer des services de différentes manières, donc au travers d'une expérience vendeur. Donc, on équipe en fait les forces de vente de l'enseigne pour leur permettre de pouvoir réserver des prestations pour le compte des clients en leur proposant un prix fixe. Donc, typiquement, chez Monsieur Bricolage, j'achète du parquet, je me rends vers un conseiller vendeur Monsieur Bricolage, et ce dernier va pouvoir directement me réserver mon service de pose de parquet en me proposant un prix fixe, et je peux payer directement en magasin ou chez moi auprès de l'expert Monsieur Bricolage, qui est en réalité un super voisin, et qui va venir du coup réaliser ma pose de parquet. Ça marche aussi au travers de dispositifs en autonomie. Donc, on développe aussi de la signalétique, donc de l'ILV, donc ça sous forme bien souvent de stop rayon. Donc, typiquement, chez Monoprix, comment ça fonctionne? Je suis dans le rayon produits ménagers. Et là, j'ai une ILV, donc un stop rayon qui me dit « marre de faire le ménage, faites appel à une aide ménagère via la plateforme de service Monoprix ». Et donc, et ça, on va le retrouver dans l'intégralité des rayons. Et l'idée, c'est vraiment en fait de créer des mix produits-services. Donc, je suis dans le rayon fourniture scolaire, on va me proposer de l'aide aux devoirs, des cours de langue, etc. Je suis dans le rayon pet food, on va me proposer de la garde d'animaux, du toilettage, etc. Je suis dans le rayon produits de beauté, on va me proposer tout ce qui est coupe de cheveux, taille de barbe, épilation, etc. Donc, l'idée, vraiment, c'est de pousser les services qui font sens pour les consommateurs aujourd'hui. Et on se rend bien compte que la crise elle a un réel impact dans la stratégie servicielle des enseignes, parce qu'on s'est rendu compte, nous on a pivoté en 2020, donc en plein Covid, juste avant le confinement, on signait notre premier contrat avec Monsieur Bricolage. Et en fait, le confinement a mis un peu tout le monde en stand-by. Je parle du mois de mars de l'année dernière. Et suite, par contre, à ce confinement, en fait, on s'est aperçu que toutes les enseignes revenaient vers nous en disant là, c'est aujourd'hui plus que jamais qu'on doit accompagner nos clients, leur fournir plus de services. Et donc, c'est là, en fait, où on a déployé beaucoup de projets. Et aujourd'hui, on le sent, il y a une réelle volonté de ces enseignes de mieux accompagner leurs clients. Alors, comment, à votre sens, on améliore l'expérience client d'une façon générale? Est-ce que c'est en apportant justement ce type de service? Est-ce que c'est en réenchantant finalement l'acte d'achat? Comment est-ce que vous concevez aujourd'hui l'acte d'achat et l'expérience client? On pense aujourd'hui, d'ailleurs on le voit dans les chiffres, il y a 64% des consommateurs aujourd'hui qui considèrent l'expérience d'achat comme plus importante que le prix lors du choix d'une enseigne. Donc il y a une évolution du prisme qui a évolué. On se rend bien compte que l'expérience client aujourd'hui elle est au cœur du débat. Et clairement le fait de bien accompagner ses clients et de les accompagner de A à Z dans leur projet. Parce qu'aujourd'hui en fait on n'est plus juste sur de l'achat de produits, on est sur régler des problèmes. Et je prends l'exemple, ce qu'on a le cas avec Monsieur Bricolage, du chauffe-eau. J'ai mon chauffe-eau qui tombe en panne, j'ai plus d'eau chaude. La solution aujourd'hui, c'est compliqué, c'est que je dois aller acheter mon chauffe-eau, faire appel à un artisan, ça peut mettre 3 semaines avant qu'il intervienne et qu'il me change mon chauffe-eau. Là, l'idée, c'est vraiment d'apporter des solutions concrètes pour les clients à leurs problèmes. Et donc, typiquement, là, on développe une nouvelle solution, la livraison servicielle, qui permet en fait, typiquement à une enseigne comme Monsieur Bricolage, de pouvoir proposer l'achat du chauffe-eau avec une livraison et un montage compris, ce qui va permettre en fait aux clients de pouvoir avoir une intervention où l'expert Monsieur Bricolage va livrer le nouveau chauffe-eau, faire la dépose de l'ancien, la vidange, connecter le nouveau et le mettre en service. Et donc, en moins de 20, parce qu'on propose une solution du coup de livraison en 24 heures, vous avez du coup une solution à votre problème. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va essayer d'apporter aux retailers, c'est vraiment de leur permettre de régler des problèmes clients, des use cases qui sont vraiment identifiés et sur lesquels on va apporter une solution qui va vraiment faciliter la vie des clients. Et aujourd'hui, c'est ce que cherchent les retailers, c'est leur permettre aujourd'hui de faciliter un peu la vie de leurs clients, qui est quand même compliqué dans ce contexte. Il y a plein de contraintes qui sont mises en place, soit les couvre-feux, les confinements, etc. Et donc, il y a une volonté de mieux les accompagner. Et ça, on le voit typiquement, on bosse avec Conforama. Et avec Conforama, on voit que donc on propose le montage de meubles chez Conforama sur leur site internet et on voit qu'il y a 83% des nouveaux clients Conforama qui estiment que le service de montage a motivé de façon significative leur achat. Et ça, c'est auprès de 300 clients Conforama. Et on les a eu au téléphone, du coup, pour réaliser cette étude. Et moi, j'en ai eu certains et ils me disaient, en fait, sans le service de montage, je n'aurais pas acheté le meuble ou alors j'aurais acheté un meuble moins complexe et bien souvent moins cher. Donc, on se rend compte qu'il y a un réel impact sur le taux de transformation, sur le NPS et du coup la fidélisation et la satisfaction client.
Alors, je viens de voir une question et ensuite, hein, comme je l'ai dit en introduction, on va laisser un espace puisque j'ai beaucoup de questions pour vous trois et on va essayer d'y répondre en tout cas à la majeure partie et c'est l'idée de ce webinaire d'être un peu interactif avec les gens qui nous écoutent. Mais cette question était intéressante, Michael. C'est Claire Quéré qui demande dans votre développement de services aux consommateurs, est-ce que vous faites des partenariats avec des artisans locaux du point de vente pour faire en sorte de jouer sur la proximité et l'entraide entre commerçants? Absolument. Notre solution, en fait, elle va permettre aussi de centraliser justement tous ces prestataires que bien souvent les magasins vont nouer, soit parce que c'est des clients, typiquement Monsieur Bricolage, ils ont plein de bricoleurs, artisans, etc., qui sont leurs clients et qui proposent en fait leurs services à Monsieur Bricolage pour les proposer eux-mêmes à leurs clients. Et donc, ça marche par carte de visite, etc. Donc, c'est un peu désorganisé. Évidemment, l'offre n'est pas nationale, on n'est pas sur quelque chose d'homogène en termes de propositions de services et de tarifs. Et nous, mon superviseur, en fait, l'idée, c'est de venir structurer tout ça. Donc, en fait, au travers de la tech qu'on leur apporte, de notre réseau d'artisans, parce qu'on en a un, évidemment, on a une communauté nationale sur tous les services, mais on va aussi travailler sur l'intégration des partenaires existants, justement, de nos partenaires retailers, afin de créer de la proximité, du lien aussi local entre les clients et les artisans. Et puis surtout, mettre à contribution en fait, déjà le réseau existant de l'enseigne, mais l'organiser parce que derrière nous, on va onboarder du coup ces personnes-là, ces artisans sur notre plateforme et on va du coup les éduquer sur la politique de service qu'on a mis en place avec l'enseigne. Est-ce que la demande de service a évolué eu égard au contexte sanitaire? Est-ce que vous avez davantage de demandes sur un type de service depuis qu'il y a les histoires de couvre-feu, de confinement? En fait, on bénéficie de la croissance des secteurs du bricolage et du jardinage. On est en plein boom actuellement sur le bricolage-jardinage. Il n'y a jamais eu autant de projets. Et c'est normal parce que aujourd'hui, les Français épargnent. Ils voyagent moins, ils ne voyagent plus. Ils consomment moins. Et donc, très clairement, ils se focusent sur leur intérieur et sur comment améliorer en fait, leur espace de vie. Et bien souvent, on est limité dans nos compétences. Moi, le premier, c'est comme ça que j'ai eu l'idée initialement de mon super voisin. Et donc, pour justement mener à bien ces différents projets, on a bien souvent besoin de se faire accompagner. Et ça, il y a une demande qui était même… comment dire, les clients venaient d'eux-mêmes en fait en magasin en disant j'ai besoin d'aide sur ces sujets-là et les enseignes n'avaient pas forcément de solution. Et c'est là où en fait où il y a eu vraiment de l'appétence de la part des retailers qui nous ont contactés en disant là on a vraiment besoin. On sent qu'il y a une réelle demande de la part de nos clients. Et donc voilà, bricolage, jardinage, on a eu beaucoup de déménagements aussi, beaucoup d'aide à domicile, de cours aussi pour du soutien scolaire, parce qu'il y a eu aussi pas mal, je pense, d'élèves qui ont un peu décroché du fait du distanciel. Enfin, il y a beaucoup aujourd'hui de services qui explosent et qui, clairement, nous, on le voit, hein, il y a une croissance cette année de 30-35% sur le service. Donc, en tout cas, chez nous, donc on sent qu'il y a une vraie croissance sur le marché. Alors, vous avez beaucoup parlé du bricolage et du jardinage. Est-ce que vous avez prévu de développer des services pour d'autres activités et notamment, on demande des activités d'épicerie fine? Alors, sur tout ce qui est commerce alimentaire, on est plutôt sur de la conciergerie de quartier. Donc, vraiment tous les services de proximité. On le fait avec Casino Monoprix, j'en parlais tout à l'heure. On le fait aussi avec des petits commerçants de quartier. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne s'adresse pas que aux gros retailers. On a aussi des petits commerces qui s'intéressent à notre solution. Et donc, pour ça, on leur fournit en fait une borne où ils vont pouvoir directement au sein de leur point de vente proposer une plateforme de service où il y aura l'intégralité des services que souhaite proposer l'épicerie. Donc, en fait, on réalise avec chacun de nos partenaires un plan de cadrage. Et dans ce plan de cadrage, en fait, on va déterminer quels sont les services que souhaite proposer du coup le point de vente. Et on va travailler ensemble derrière pour les proposer au travers du coup de la borne qu'il y aura sur le point de vente, mais aussi d'une plateforme en ligne, parce qu'on le disait, vous le disiez tout à l'heure, Cécile, le digital, il est super important. Et donc, on met aussi à disposition une plateforme en ligne pour que les clients de l'enseigne et du point de vente puissent retrouver en ligne l'intégralité des services et ne soient pas obligés de se déplacer en magasin. Et évidemment qu'en cas de confinement, c'est l'outil privilégié.
Et donc ouais, effectivement, tout type de commerce est dans l'alimentaire. Du coup, voilà, tout ce qui est conciergerie, donc ça va être tâches ménagères, garde d'enfants, cours à domicile, Les tâches du quotidien, quoi. exactement, montage de meubles, etc. Alors, avant de passer à la session questions-réponses, juste si chacun de vous trois peut me dire, en tout cas, me donner une petite phrase sur comment est-ce qu'on réenchante le commerce aujourd'hui, est-ce qu'on peut le réenchanter? Stéphane? Alors, comment est-ce qu'on peut réenchanter le commerce aujourd'hui? On a parlé de beaucoup de choses, effectivement. Il y a, d'un point de vue de l'expérience en fait, consommateur, hein, on sent bien qu'aujourd'hui, le client va se déplacer dans un point de vente pour vivre une expérience particulière. Donc, ça ne va pas être simplement d'aller chercher son produit en routine, parce que ça, a priori, pour moi, ça va plutôt être remplacé par des achats en digital. Mais du coup, ça va être axé sur de la découverte, de l'univers de marque, de l'expérience et de l'émotion, du coup. Et ça fait la boucle avec ton introduction, Cécile. C'est effectivement, demain, un client va faire l'effort quelque part d'aller dans un point de vente parce qu'il va chercher à ressentir une émotion en particulier. Donc, comment effectivement on utilise un maximum d'outils pour transmettre cette émotion et en fait driver directement le client dans un univers tout de suite. Dès qu'il passe le pas de la porte, en fait, c'est le faire switcher d'environnement et le mettre dans un environnement très spécifique dans lequel il va ressentir une émotion qui va bien sûr avoir un impact direct sur sa communication, enfin sur sa consommation et sur son appétence et sur sa fidélisation avec la marque. Pierre-Luc? Complètement d'accord avec Stéphane. En tout cas, au niveau de la vision du client, je pense qu'il est important, c'est de donner envie. Ça, c'est indispensable, c'est leur donner envie de venir. Et pour un autre point de vue, au niveau de la marque, c'est flexibiliser pour qu'ils aient moins de risques et plus de possibilités de venir dans les centres-villes et de s'implanter. Michael? Je rejoins évidemment le fait de donner envie de venir en magasin, c'est un critère évidemment essentiel. Et puis après, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on pense voilà, que la transformation du retail, elle va vraiment passer par la volonté de réellement mieux accompagner ses clients et de se poser la question de justement comment dans ce contexte, je peux les accompagner, leur offrir le meilleur service possible. Et c'est ça aujourd'hui qui, je pense, va faire la différence. C'est vraiment se poser la question de aujourd'hui comment vivent mes clients, mes consommateurs et quels sont aujourd'hui leurs pain points, comment je peux vraiment les aider justement dans ce contexte et au travers évidemment toujours en lien avec leur activité, mais comment je fais pour les aider. Et ça, c'est aujourd'hui, je pense, vraiment le focus numéro un. Ça doit être ça, c'est d'être vraiment très concentré sur les besoins de ses clients. Alors, ce qui est bien, c'est que tous les trois, finalement, vous représentez chacun un maillon de ce parcours d'achat, à la fois attirer le client sur le point de vente, générer du flux, créer l'expérience une fois sur le point de vente et puis ensuite apporter le service une fois rentré à la maison. Et c'est cette expérience globale qui fait aujourd'hui le retail et sur laquelle il faut travailler sans oublier l'un de ces maillons puisque c'est très important. Michael, finalement, c'est presque du service après-vente amélioré, ce que vous proposez. Et ce sont des choses à ne pas négliger dans le retail, l'amont, l'aval, le pendant. Toutes ces étapes sont évidemment nécessaires. Alors, je commence à balayer les questions. On va commencer par Stéphane. Voilà, plusieurs questions pour toi. D'abord, est-ce que Scénario fait des pilotes d'écran avec de la reconnaissance faciale? Quels apprentissages vous en avez retirés, si c'est le cas? Alors effectivement, on a pu faire des pilotes en équipant certains écrans avec des petites caméras qui vont faire de la détection faciale, pas de la reconnaissance faciale. La détection faciale, c'est du coup arriver à déterminer de manière globale en fait le genre de l'individu et sa catégorie d'âge. Voilà, en grosse maille en fait. On n'est pas du tout dans la reconnaissance faciale. Donc ça, effectivement, ça a été fait sur des écrans plutôt positionnés dans des galeries commerciales. Et en fait, les résultats ont été extrêmement probants. C'est-à-dire que dès que
On détecte en fait si c'est un homme ou une femme et la catégorie d'âge, du coup, on transmet le bon message. Et là, on a vu un impact direct sur la génération de trafic dans le point de vente pour lequel avait été fait l'affichage. Alors, d'accord. Une autre question, pourquoi pas des écrans interactifs sans contact qui permettent de rendre acteurs les clients tout en les protégeant du virus? Oui, absolument. Ça, c'est également dans le futur proche, hein, et on voit bien en fait que le retail va forcément devoir se réinventer aussi dans sa façon du coup de proposer l'expérience client, mais au-delà de ça, c'est peut-être réduire ses surfaces de vente pour ne pas être contraint de les fermer, comme par exemple les grandes surfaces de vente aujourd'hui qui ne sont pas essentielles, qui doivent fermer. Donc du coup, c'est de trouver un petit peu un concept de magasin qui s'approche davantage d'un concept store avec donc du coup de beaucoup plus miser sur l'expérience, moins de stock, moins de produits. Et donc là, effectivement, l'utilisation d'écrans interactifs grâce auquel on va pouvoir passer en fait un produit qui sera équipé d'une puce RFID pour permettre d'avoir toutes les références existantes avec tous les panels de couleurs, par exemple, je pense à l'ameublement, où du coup on va vouloir voir toute la typologie en fait, n'importe quoi de rideaux, on les aura pas en stock, mais grâce aux écrans et avec cette technologie interactive, on pourra bien sûr voir toutes les références produits et surtout avec un système ensuite de mise en place dans un plan 3D de voir comment ça peut rendre dans son intérieur. Donc ça, effectivement, c'est des usages aussi qui seront potentiellement très développés à l'avenir si la transformation du retail continue. Le digital in-store. C'est ça. Pierre-Luc, quelle durée minimum peut-on envisager d'un pop-up store pour tester un emplacement dans le prêt-à-porter? Alors, en soi, on peut louer déjà un pop-up pour un minimum d'une journée. Mais après, je pense qu'il y a deux visions à avoir. C'est est-ce que c'est votre premier événement, vous êtes uniquement en digital et vous voulez tester le commerce physique? Dans ce cas-là, je vous conseillerais de faire un pop-up store qui dure entre 3 et 15 jours pour avoir un premier retour d'expérience, rencontrer votre communauté. Par contre, si c'est pour tester un emplacement avant de s'engager sur un bail long terme, on recommandera plutôt d'avoir 2 ou 3 mois pour avoir un peu plus de visibilité, avoir un peu plus de saisonnalité avant de vous engager sur un bail en 3-6 mois. J'espère avoir répondu à votre question. Je prends les questions comme elles arrivent. Alors, on va faire un ping-pong à 3. Stéphane, des idées sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en magasin? Ah oui, alors là, du coup, on est très, très large. Voilà, c'est une question générale. Très bien. Alors moi, je vais plutôt répondre sur comment nous, on est plutôt sur de l'automatisation. Alors, c'est pas de l'intelligence artificielle, hein, mais du coup, c'est plutôt de l'automatisation pour diffuser toujours le bon contenu au bon moment. Voilà, c'est comme ça en tout cas qu'on appréhende ce domaine-là. Du coup, la solution scénario, elle est vraiment basée là-dessus, sur un algorithme hyper intelligent qui vous permet, en fonction de contextes particuliers que vous allez intégrer, de diffuser donc le bon message, par exemple lié à un événement en particulier. Vous allez vous allez intégrer la date de votre événement et du coup, la campagne, en fait, votre campagne de communication va être diffusée de plus en plus fréquemment pour être sûr qu'elle soit vue en fonction de la date de l'événement. Après, voilà, moi, sur l'intelligence artificielle, on va dire que là, c'est un peu trop large pour pouvoir apporter des réponses précises. Évidemment, il y a sûrement énormément de choses à faire. On en a un petit peu parlé avec la détection faciale. Je pense que là, on se rapproche de l'intelligence artificielle. On va du coup mieux comprendre notre cible. En fait, pour moi, l'intelligence artificielle doit être au service d'une meilleure compréhension de la cible pour toujours diffuser le message le plus pertinent pour maximiser l'impact. Alors, encore une question pour toi, Stéphane, et ensuite, je passe à Mickaël. Les outils digitaux sont indispensables dans les magasins, mais en collectif, les interfaces tactiles sont inutilisables. Par quelle solution les remplacer? Alors, les outils digitaux, je lis la question en même temps parce qu'elle n'est pas hyper claire pour moi.
Il y a un problème avec les interfaces tactiles dans les points de vente quand elles sont trop utilisées par les gens, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, on sent bien qu'il y a une défiance par rapport à tout ce qui est tactile. Bon, il y a eu des produits qui ont été créés pour contourner ce frein-là. Du coup, ça revient un petit peu à ce que j'ai expliqué sur ces écrans interactifs avec des systèmes de QR code ou puce RFID. Où là, du coup, on va contourner le tactile tout en gardant l'interactivité. Donc, pour moi, c'est ça, effectivement, l'enjeu, en fait, c'est d'utiliser ce type de technologie pour continuer à avoir de l'interactivité en contournant le tactile. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de ces technos. Pour mon super voisin, quel type de service apportez-vous aux enseignes de prêt-à-porter, du service couture, des services de personal shopper, des conseils en images? Alors effectivement, pour les enseignes de prêt-à-porter, on va développer surtout le service de couture, de retouche à domicile. Donc ça, c'est un service qui… On a un petit bug. Michael? Ok, donc là, Michael a l'air bloqué, c'est le seul a priori. Alors, écoutez, on va passer à une autre question le temps que Michael se débloque. Désolée pour la réponse du coup qui a été un petit peu mise en suspens. L'importance du développement du serviciel dans la relation fidélisation client. Quelle est l'importance du développement du serviciel dans la relation client et la fidélisation? J'imagine que à travers cette question, on aborde les sujets dont on avait parlé, c'est-à-dire l'importance de fournir du service aux clients. On est d'accord, c'est essentiel. Alors, je crois qu'on a récupéré Michael. C'est bon, on a récupéré. Bon, on va juste répondre à cette question et puis sur l'importance du serviciel. Voilà, on en dit un mot. Michael, on vous reprend, on refait la question parce que ça a coupé et on n'a pas pu vous avoir. Du coup, je réponds à la question sur le prêt-à-porter. Juste, on répond à la question que j'ai posée entre-temps. Le serviciel, okay. Oui, ouais. Voilà, l'importance du serviciel. Pierre-Luc, Stéphane, est-ce que vous voulez rebondir sur cette question? Alors, oui, je pense que c'est indispensable. On se rend compte qu'on ne vend pas seulement un produit aujourd'hui, mais on vend avant tout un service et une expérience client. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le magasin physique qui est indispensable, mais il ne suffit pas uniquement de créer une boutique, mais aussi de créer toute une expérience autour et de donner envie aux clients de revenir. Donc, on est d'accord là-dessus que c'est juste indispensable et c'est ça le futur du retail selon moi. Ok, merci Pierre-Luc. Donc, Michael, du coup, on reprend la question sur le prêt-à-porter et les personal shoppers. Est-ce que vous pensez étendre vos services à ce type de commerce? Oui, absolument. On y réfléchit. Donc, je disais, la couture fonctionne très bien. Personal shopper, c'est un service qu'on est en train d'essayer de craquer. Donc, s'il y a des enseignes de prêt-à-porter qui veulent tester le sujet avec nous, on serait ravis de se lancer là-dessus. Et après, il y a aussi les enseignes plutôt sportives, donc prêt-à-porter sport, ou qui ont des gammes de vêtements de sport. Et là, on peut proposer du coaching sportif, on peut proposer des cours de boxe, on peut proposer pas mal de choses qui vont justement nourrir l'activité sportive des clients. Et ça peut être aussi pertinent pour ces enseignes-là. Donc voilà, on essaye aujourd'hui de travailler sur le prêt-à-porter. Donc, s'il y a des enseignes qui veulent tenter le pari avec nous du service dans le prêt-à-porter, on serait ravis de pouvoir tester ça. Voilà, message à bon entendeur. Est-ce que la crise a eu un impact justement sur le service client, sur les possibilités des retailers à apporter du service aux clients? Est-ce que quelque part vous êtes freiné dans vos initiatives? On est freiné. En tout cas, il y a une vraie accélération du service, ça c'est certain. On pensait que les personnes allaient peut-être avoir peur d'accueillir des gens chez eux, mais étant donné que les gestes barrières sont vraiment respectés, que le port du masque est respecté et que tout ça est mis en œuvre, finalement, en fait, on se rend compte que les personnes n'ont pas peur. Et donc aujourd'hui, on n'est pas freiné par rapport à ça. Là où on est freiné, c'est sur
le contexte chez les retailers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça crée de la désorganisation chez eux, c'est-à-dire que c'est stop and go permanent on ouvre, on ferme, on ouvre que les rayons non essentiels et puis en fin de compte, on peut en ouvrir certains. Enfin, ils ne savent pas sur quel pied danser, c'est très compliqué. Puis il y a aussi le chômage partiel. Beaucoup de nos interlocuteurs, des fois, peuvent être mis en chômage partiel parce qu'ils sont issus de la direction du digital, de l'innovation, des services aux clients. Ou alors, des fois, ils étaient carrément rapatriés sur l'achat parce que dans l'alimentaire, typiquement, il y avait besoin de main-d'œuvre pour les achats et pour gérer les réassorts de stock en point de vente. Donc, c'est un peu l'organisation de nos partenaires qui aujourd'hui, du fait du contexte, est désorganisée, mais ils font preuve d'une grande agilité et d'une vraie volonté de mieux accompagner leurs clients. Donc, à côté de ça, nos projets avancent et on déploie en magasin. La problématique, c'est plus pour eux où c'est compliqué de gérer au vu du distanciel parce qu'ils sont au remote, du chômage partiel et puis des stop and go permanents. Alors, il y a une question d'ordre réglementaire, là c'est pour Stéphane, effectivement sur la loi climat qui entend réguler l'installation des écrans en vitrine dans les boutiques. Est-ce que vous avez un avis et des informations sur ce projet de loi ? Alors, c'est évidemment un sujet qu'on suit de très près parce que on a des clients qui sont directement impactés en fait par cette loi climat. Et puis au travers aussi de notre investissement dans le club du Digital Media. Donc c'est un sujet effectivement qu'on suit de près. Nous, évidemment, notre position, elle est bien sûr de défendre les commerces de proximité et du coup, pour nous, et on rejoint le mouvement qui est en train de se créer autour des commerces de proximité qui sont extrêmement contre ce projet de loi et qui ne le comprennent pas. J'ai lu encore un article hier où il compare cette loi comme si on demandait de réguler la couleur des rideaux qui étaient visibles dans la rue chez un particulier. Donc, ça n'a aucun sens. Et puis, ça touche un levier de trafic extrêmement important pour ces commerces de proximité qui ont des écrans dans leur vitrine. Donc, c'est leur principale source de communication. Et donc, du coup, c'est extrêmement handicapant pour eux de devoir s'en passer sous prétexte d'une loi climat. Donc nous, évidemment, on soutient ces commerçants de proximité, d'autant plus que, évidemment, il y a d'autres solutions en fait pour participer à lutter contre la pollution visuelle et le gaspillage énergétique. Nous, au travers de notre plateforme, en fait, on met à disposition la possibilité de couper les écrans à des horaires bien définis. Donc, il est tout à fait possible en fait de couper cette pollution visuelle la nuit, puisqu'effectivement, ça n'a pas d'intérêt, et effectivement de ne pas générer des dépenses énergétiques supplémentaires qui ne seraient pas nécessaires. Donc, voilà notre position, en tout cas, nous, chez Scénario, et plus globalement avec le club du Digital Media. Et merci Stéphane, ça va être la fin de ce webinaire. Le temps passe vite. Donc, écoutez, je pense qu'à trois, vous avez tous donné une vision, en tout cas, de la façon de réenchanter le commerce. Le contexte est compliqué, le contexte économique, parfois réglementaire, comme on vient de le dire. Mais il existe de nombreux outils, de nombreuses possibilités et surtout la grande volonté des retailers et des commerçants, il faut quand même le souligner, pour se moderniser, pour faire face à tous ces défis. D'ailleurs, on vous donne un rendez-vous à la fin du mois de mai pour un prochain webinaire, toujours en partenariat entre Point de Vente et Tech for Retail, pour de nouveaux sujets qui nous intéressent, qui nous impliquent tous. Merci aux connectés, aux internautes qui ont suivi ce débat. Merci à vous trois de nous avoir accordé votre temps précieux. Et puis, à très vite, à bientôt. On espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.